Avoue que c'est tout de même curieux de se retrouver ici après 20 ans. Rien n'aurait pu laisser prévoir ce retour dans cette vieille ville de Bruges, dont je ne garde pas un souvenir ébloui. Tiens. Elle est triste, elle est morte. Mais je ne sais pourquoi jamais y revenir. Oh, jamais pour longtemps. Je te plains d'être désormais obligé d'y rester. Ah, ça, que veux-tu, c'est la rançon de tes brillantes études d'art. Il est normal qu'un sujet aussi érudit que toi ait son couronnement très jeune. Tes brillantes études scientifiques ne t'obligent pas à vivre ici? Je croyais que l'affaire de famille avait son siège à Bruges. Eh bien, figure-toi que mes brillantes études, comme tu dis, m'ont mené à ne rien faire. C'est désolant, mais c'est ainsi. À la mort de grand-père, je ne sais pourquoi, papa a préféré tout réaliser. Faire des placements fort sérieux et partir en laissant cette maison vide. La suite, tu la connais. L'accident d'avion, et me voilà à la tête de quelques propriétés et de revenus dont je ne comprends pas la gestion. Comme quoi j'aurais mieux fait de poursuivre mes études bancaires plutôt que de galoper après un diplôme d'ingénieur. Alors je voyage, je passe ici quelque temps et pars découvrir le monde qu'on nous a appris dans les livres. La réalité est bien différente de la vision des auteurs à succès. J'ai réaménagé cette vieille baraque qui sentait le moisi et respirait la tristesse. Cela d'ailleurs ne s'est pas passé tout seul avec la vieille Léonie qui entendait conserver la maison comme un cimetière. Comme elle est tombée malade, il a fallu la mettre à l'hospice. Et j'ai enfin pu faire ce que je voulais. Rénover un peu ces vieilleries charmantes, mais lourdes à porter. Philippe, tu ne m'écoutes pas. Si. Je t'embête avec mes histoires. Non. Qu'as-tu à regarder ce tableau comme ça? Il est curieux, n'est-ce pas? Il m'intrigue un peu. Si tu te déplaces, les yeux de la Vierge semblent te suivre. C'est parfois impressionnant. Tu sais ce que c'est? Ce tableau? Non. On n'apprend pas l'histoire de l'art à Polytechnique. Mais je le trouve assez beau et alors je l'ai mis là. Où l'as-tu trouvé? Dans la chambre de grand-père. Il était au fond d'un placard, avec des candélabres, des fleurs, comme une sorte d'autel. Je ne l'ai pas trouvé tout de suite, c'est en arrachant le vieux papier pour faire retapisser qu'on a découvert ce placard dans le mur. Il était invisible. Mais il était caché. Enfin, dissimulé sous d'autres objets. Ah, pas du tout. Accroché au fond, je te dis, comme dans une niche d'église. Ah. Je ne pense pas que grand-père ait jamais fait sa prière devant, puisque ses obsèques civiles ont provoqué un tel scandale dans la ville. Non, il avait dû l'acheter pour le plaisir. Il ne l'a pas acheté. Que veux-tu dire? Comment veux-tu qu'il soit là? À moins qu'il ne vienne de famille, je sais rien. Il ne vient pas de famille. Et si ton grand-père a jamais dépensé un sou pour ce tableau, il a donné son argent à un receleur. Oh, ça, quelle est la limite entre un courtier et un receleur? On ne peut tout de même pas demander un certificat de bonne mœur à celui qui vous vend une toile. Les galeries d'art, c'est en faillite. Non, ne plaisante pas. Ce tableau a été volé ici, à Bruges, dans le musée, il y a une 50aine d'années. Eh oui. Il ne peut être vendu tellement il est célèbre. Depuis 50 ans, on le cherche partout dans le monde. Les gouvernements sont régulièrement saisis de cette affaire. Alors? Enfin, c'est insensé. Si ce tableau était là au musée, grand-père qui a passé sa vie entre les musées et les grandes ventes le connaissait. Oh, tu te trompes. Ou alors c'est une copie. Ça n'est pas une copie. Il n'y a jamais eu de copie des œuvres de ce peintre, dont on ne sait pas le nom. Ah. Non, et qu'on appelle le maître des Chardons, à cause justement de ces chardons que personne n'avait dessinés avant lui. Que veux-tu que je te dise? Je ne peux pas retrouver de traces, puisqu'il n'y a pas eu d'inventaire de succession. Nous étions, mon père et moi, fils uniques, en ligne directe. Paul, tu vas faire des recherches. Il le faut. Oh, c'est ça, et puis tu vas me faire mettre en taule pour avoir eu chez moi un tableau dont j'ignore tout. Non. Ben, reprends-le, puisque tu es intendant des beaux-arts. Oh. Qu'il est invendable, et qu'au fond, je n'y tiens pas tant que ça. Je l'ai trouvé étrange, voilà tout. Mais c'est absolument impossible. Enfin, tu ne me vois pas remettre en place une telle œuvre sans explication. Tu diras la vérité, que tu l'as trouvé chez moi. Non, mais tu es fou, Paul. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non. Enfin, tâche tout de même de savoir comment il est arrivé là. Bon.
D'accord. J'irai voir Léonie, peut-être qu'elle sait. Elle n'est pas gâteuse, c'est une chance. Cette affaire est tout de même inquiétante. Tu es sûr de ce que tu dis? Ah, oui. Non, je sais, c'est un peu bizarre, mais je suis absolument certain de ce que j'avance. Oh, écoute, n'en fais pas un roman. Allez, finis ton verre, je t'emmène dîner. J'ai réservé la meilleure table d'un nouveau restaurant, le Béguinage. Avoue qu'à notre époque, on manque d'imagination. Mais il paraît que c'est très bon. Tu aimes toujours ces horribles anguilles? Ah, ouais. Bon, eh ben, tu feras comme en pension le vendredi, tu te souviens? Nous avions horreur de ça, et tu finissais tous les plats. Allez, passe, je t'en prie. Pardon. Je vais soigneusement fermer maintenant qu'il y a un chef-d'œuvre de plus ici. Le dîner avait été parfait. Bien entendu, Philippe avait frôlé l'indigestion avec ces affreuses anguilles en sauce verte dont il s'était littéralement empiffré. On oubliait un peu cette histoire de tableau. Il me raconta qu'il avait épousé une fille très riche, démarche nécessaire dans son métier, car les titres ronflants n'ont pas de correspondance trébuchante. Elle allait d'ailleurs bientôt venir le rejoindre, dès que l'appartement de fonction serait aménagé. Bien sûr, il me présenterait à elle, et le premier dîner chez lui serait en mon honneur si, bien entendu, je n'étais pas parti galvauder à l'autre bout du monde. Je le quittai à la porte même du musée, sans qu'aucune autre allusion soit faite à la Madone au chardon. Je longeai le canal dans la brume d'automne, retrouvant les mêmes émotions mélancoliques dans ce coin de désespérante solitude. Je montai dans ma chambre sans même regarder le tableau en passant devant lui. Il me gênait. Ce n'était pas tant le fait qu'il fût volé, enfin c'est Philippe qui l'affirmait sans preuve, comme la sensation qu'il allait désormais me causer des inquiétudes, me faire entrer dans un univers que je ne désirais pas connaître. Je me disais que c'était peut-être une chance d'être orphelin, mais que cette chance était limitée. Ainsi, je pressentais ne jamais avoir la paix avec cette histoire. Grand Dieu, pourquoi les morts n'emportent-ils pas tout avec eux, laissant place nette plutôt que de se prolonger ainsi par les objets et d'imposer leur présence par choses interposées? Enfin, j'avais promis à Philippe d'essayer d'éclaircir cette situation. Aussi, 2 jours après, je me rendis à l'hospice voir Léonie, pour lui faire une affectueuse visite, certes, mais aussi pour tenter de savoir quelque chose. Rien n'est plus sinistre que ces mouroirs, même s'ils sont d'une éclatante propreté et même d'un certain luxe. J'arrivai avec un de ces gâteaux bourratifs dont elle raffole et un bouquet de fleurs que j'avais voulu très choisi. Il était composé d'onéreuses héliotropes, de tubéreuses rares, de branches de gardénia auxquelles se mêlaient des anthuriums d'un rose mourant. J'avais, sans le vouloir, commis là une grave erreur. Qu'est-ce qui te prend? Tu n'es pas fou? Des fleurs pareilles? Eh ben, ce sera là. Ton héritage, il durera pas longtemps. Mon Dieu, mais quand je pense que ce pauvre monsieur économisait sur tout, mais pour acheter des choses durables, pas des fleurs. Tu diras à la supérieure de les mettre à la chapelle. C'est bien trop beau pour moi. C'était raté. Cependant, à la vue du gâteau, denrée qui était contre-indiquée pour son régime, elle se radoucit un peu. Fais voir. Montre ces gâteaux. Bah ouais. Ils sont bons. Mais tu vois, t'es plus les mêmes qu'autrefois. Mais ils viennent chez Germaine. C'est là que tu les achetais toujours. Tu les trouvais les meilleurs de la ville. Oui, du temps de Germaine, quand elle les faisait elle-même. Maintenant, ce sont... Enfin, c'est n'importe qui fait n'importe quoi. Malgré cette réticence, elle en mangea un bon morceau sans autre commentaire. J'engageai une longue conversation au sujet de la maison. Je jurais presque que je n'avais touché à rien, si ce n'est que le hasard m'avait fait découvrir le placard et le tableau. Je lui demandai si elle le connaissait. Mais il n'y a pas de hasard. Tu as encore été fouiné partout. Pourquoi? Comme si on ne t'avait pas laissé assez de rente.
Tu veux voir s'il n'y a pas de l'argent caché? Eh bien, il n'y en a pas. Léonie, il ne s'agit pas de ça. Je te dis que c'est par hasard que j'ai trouvé le placard face au lit de grand-père, que je l'ai ouvert et que j'ai trouvé le tableau. T'as fait sauter la serrure. Faut que tu casses tout. Comme Mais rien, il suffit de remettre une serrure. Oh, tu agis comme un vandale. Laisse les choses comme elles sont. Mais pas du tout. Enfin, ne fais pas une histoire pour cette serrure. Tu le connais, ce tableau. Il est beau, n'est-ce pas? Quel tableau? Connais pas? Enfin, tu sais bien qu'il y avait un placard. Enfin, tu vas pas me dire que de ta vie, tu ne l'as pas ouvert ou vu ouvert et que tu ignores l'existence de cette Vierge avec un enfant Jésus, entouré de chardons bleus, sur un fond or. Tu pas? Je m'en souviens pas. Oh, à mon âge, on oublie beaucoup de choses, tu sais. J'en ai tellement vu. Des tableaux? Non, des choses. Et puis, qu'est-ce que tu veux en faire de ce tableau? Ton grand-père avait des raisons pour l'avoir mis là. Ça ne regardait pas les autres. Moi, si j'avais su, je l'aurais mis avec lui dans son cercueil. Ah, tu vois bien que tu connais cette toile. Alors pourquoi était-elle enfermée dans le placard? Ouais, mais j'ai jamais dit ça. Je sais pas de quoi tu parles. Je devais en rester là, du moins pour cette visite. Je voyais bien que je n'obtiendrais rien de Léonie. Elle était butée. Il faudrait attendre ou trouver un autre moyen. Une semaine après cette entrevue, alors que j'étais invité à dîner chez les Deminck, vieux amis de la famille, la conversation axée sur le bon vieux temps tourna autour d'une certaine femme prénommée Florence, dont le nom de famille ne fut jamais prononcé. Il paraissait, au dire du vieil Édouard Deminck, resté chaud lapin à 80 ans, qu'elle était superbe. Une madone, ça a été toute une histoire, savez-vous. Comme il parlait de cette madone, Madame Deminck, qui paraissait très gênée depuis le début de la conversation, toussa discrètement, comme pour signaler un danger. Le vieil Édouard s'arrêta net, me regarda et resta quoi. J'avais bien sûr l'impression que cette histoire était liée à ma famille, et sans l'intervention de la maîtresse de maison, j'en aurais su bien davantage. Maintenant, c'était impossible, ils se tiendraient sur leur garde. Et puis, il ne restait pas grand monde de la génération de mes grands-parents qui, dans Bruges, où j'étais évidemment très connu, mais où je ne connaissais presque personne, pourraient me guider dans cette affaire. Assis sur le canapé du salon, occupé à lire quelques ouvrages décadents dont la bibliothèque regorgeait, tous admirablement reliés et dédicacés, œuvres d'auteurs morts aujourd'hui, qui avaient été intimes avec mon grand-père, je levai machinalement les yeux sur le tableau. La madone me souriait d'un air ironique, sarcastique, qui semblait dire « Cherche toujours, tu ne trouveras pas. » Avais-je la perlue? Je fermai les yeux, les rouvris. Elle souriait toujours. Je racontai cela à Philippe quelques jours plus tard, tout en lui avouant ma déconvenue quant à l'enquête. Tout est possible. Tu ne sais pas qu'il y a des tableaux magiques? Tiens, prends la Joconde. Oh, je suis bien de l'avis d'Albert Cohen. Elle a une tête de femme de ménage. Mais enfin, son histoire est étonnante. Et puis bien d'autres. Oui, d'accord. Mais si elle continue à me sourire ainsi en se moquant de moi, ça n'est pas tenable. Mais il faut pourtant qu'on en sorte de cette affaire, Paul. Mais je me méfie de tes jugements hâtifs. Une certaine Florence au visage de Madone, la conversation s'arrête, on te regarde. Non, tout cela n'est rien. En tout cas, ce ne sont pas des preuves. C'est vrai. Philippe avait raison. Et pourtant, comment cette affaire me retenait volontairement à Bruges en ce triste automne? Pourquoi ne pas laisser tomber tout cela et filer aux Caraïbes, au soleil, au plaisir? Elle me fascinait. Oui, il y avait un mystère de famille entre mon grand-père, Florence, et la madone au chardon, j'en étais sûr. Certain. Léonie, chaque fois que je viens te voir, je te trouve de mieux en mieux. Tu t'épanouis. Merci, je vais très bien. Oui, je sais ta coquetterie. Mais quel âge as-tu au juste? 90 ans. Bravo. Bravo. Je suis cardiaque, je ne peux plus marcher. Tu trouves ça drôle? Tu ne peux plus marcher, mais tu existes.
Bien sûr, tu ne trottes plus comme au début du siècle. Dis-moi, c'était agréable, Bruges, dans ce temps-là? Et je lançai volontairement Léonie sur ses souvenirs. Sa mémoire était presque intacte. J'écoutais 1000 anecdotes avec intérêt, espérant qu'elle lâcherait un mot, raconterait une histoire qui serait un indice. Rien. Désespérément, rien. Et il y avait de jolies femmes à Bruges. Non, pour ça, oui. Tiens, ta grand-mère était la plus belle femme de toute la province. C'était encore une erreur de ma part. Il me fallut écouter la description du grand tableau de Boldini qui se trouve dans le salon. Indécrochable. Grandeur nature. Grand-mère en robe de bal, un sourire niais, beaucoup de distinctions, certes, mais comme elle devait être ennuyeuse. C'était une femme de devoir. Quel malheur qu'elle soit morte jeune. Grand-père n'a pas dû rigoler tous les jours. Je pense qu'il y avait d'autres distractions. Il n'y avait pas que grand-mère comme jolie femme à Bruges. Léonie ne mordait pas à l'hameçon. J'eus droit pour ma punition à la litanie des jolies notéresses, femmes d'avocats, de médecins. Que faire pour obliquer sur le demi-monde? Mais dis-moi, Léonie, laquelle de ces dames se prénommait Florence? Aucune. Tiens. L'autre soir, Édouard de Mac parlait à table d'une certaine beauté à allure de madone, du nom de Florence. Connais pas. C'est des histoires de cerclus. Ce vieil Édouard est un cochon. L'attitude et le ton de Léonie me renforçaient dans mes convictions. Il y avait Florence sous roche, ou plutôt sous chardon de la Madone. Allô, Philippe? Ah, c'est toi. Bonjour, Paul. Je te dérange peut-être, excuse-moi. Non, pas du tout. Tu ne me déranges jamais. Dis-moi, j'ai retrouvé dans le grenier des malles entières d'affaires d'Extrême-Orient. Moi, j'ai horreur de ça. Tu les veux pour ton musée? Alors, tu te fiches de moi? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est très sérieux. Tu sais, moi, je m'arrête au XVIe siècle flamand. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Rien de neuf? Non, rien de neuf. Mais je cherche comme une fouine, à preuve cette mine de chinoiserie. À qui est-ce que je peux donner ça? Oh, je sais pas. Tu peux toujours les vendre. Oui, bien sûr. Mais ça enchanterait peut-être un de tes confrères? Oh non. On n'a jamais eu de colonie là-bas. Cela ne nous intéresse pas. Mais dis-moi, on est intelligent, savez-vous, aux Beaux-Arts. Ben tant pis, j'en fais cadeau à la France, notre mère. Au revoir. Au revoir. Ayant inventorié le 34e Bouddha et le 124e kakémono, sans compter les estampes par paquet et les soieries par douzaine, je m'aperçus qu'une malle était truquée. Le double fond céda sans difficulté, encore qu'on ne lui eût pas fait l'honneur d'une visite bien avant ma naissance. Pas la moindre merveille, pas d'or, pas de diamants. Des liasses de papier jauni, retenues en croix par une ficelle, chaque tas daté d'une année. Au-dessus, une carte de visite de grand-père avec cette mention « À brûler sans lire après ma mort ». Je venais de découvrir le journal intime d'Henri de Maes de Ruisenbourg, 1875-1930. « 7 novembre 1910. Serais-je devenu fou? Hier soir, j'ai repris le même chemin que la veille, celui sur lequel je l'ai rencontré. J'ai longé le canal sous les ormes, tourné à droite, là où il y avait cette ruelle entre les maisons basses. Ou plutôt, j'ai voulu tourner à droite. Pas de ruelle, un mur continu, comme un mur de couvent. Comment ai-je pu me tromper? Ce n'est pas possible. Cette ruelle existe, j'en suis certain. Par quel sortilège ne l'ai-je point rencontrée à nouveau?
J'ai su qu'elle sort chaque soir à la tombée de la nuit et qu'elle prend toujours le même chemin, le canal, la ruelle. Qui est-elle? Je la revois l'autre soir tout habillée de blanc malgré la saison, relevant sa jupe pour monter sur le trottoir. Elle était chaussée de fines bottines claires. À cause de sa voilette abaissée sur son visage, je n'ai pu très bien la distinguer. Elle paraît merveilleuse. Un visage de Madone. Et qui est-elle? Quel est son nom? Existe-t-elle? Oui, bien sûr. Ce n'était pas un rêve. Chaque soir, je prendrai moi aussi le même chemin. Il faut que je la revoie. Je ne puis me passer d'elle. Monsieur sort encore à la nuit tombée, malgré le brouillard. Mais c'est très malsain, et puis le dîner est presque prêt. Il n'est pas sûr que je dîne ici ce soir. C'est tous les jours la même chose. Monsieur n'est pas sûr de rentrer dîner, et puis il arrive tard quand tout est froid. Et il faut que je recommence tout. Tout ça n'a aucune importance, Léonie. Donnez-moi ma pelisse et ma canne. Voilà, monsieur. Merci, Léonie. Il devient bizarre. Qu'est-ce qui peut bien lui passer par la tête? Je l'ai jamais vu comme ça. Même après la mort de madame. 15 novembre 1910. Je l'ai revu enfin. Mais c'est étrange. Cette ruelle n'a pas l'air d'exister. Et pourtant, malgré la brume, je l'ai bien vue tourner à droite. Elle est toujours vêtue de blanc, mais ce soir, sous sa voilette transparente, j'ai vu son visage. Un visage que j'ai déjà vu quelque part. Un visage qui ne m'est pas inconnu et qui, pourtant, n'est pas le visage d'une femme réelle, vivante. Serait-ce dans une autre vie? Dans un autre monde? Ainsi vous êtes sûr de m'avoir déjà vu? C'est impossible, je pense. Enfin, du moins, très improbable. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que votre visage me rappelait un autre, qu'il lui ressemble à s'y méprendre. Mais qu'en plus, je n'ai pas le souvenir exact qu'il appartienne à un être vivant. Et il m'est tout de même familier. Je crois que vous divaguez. Et pour me dire ça, vous avez eu l'audace de m'aborder en pleine rue. Oh, il n'y avait que vous et moi. Sinon, je vous assure, je n'aurais jamais osé le faire. Et puis, il faisait si sombre. Je ne crois pas que l'endroit soit très propice pour une conversation. Il fait gris, il fait froid. Pourrais-je vous revoir ailleurs? Ailleurs? Mais où, grand Dieu? Me feriez-vous le grand plaisir de venir prendre le thé chez moi demain? Voici ma carte, si vous le permettez. Je veux bien votre carte. Mais j'irai pas prendre le thé chez vous demain. Bonsoir. Je m'appelle Florence. 19 novembre. Elle n'est pas venue, évidemment. Je ne l'ai pas revue depuis 3 jours. J'ignore qui elle est, où elle vit. Florence, est-ce son vrai prénom? Et puis... Mais elle a ma carte. Elle sait où j'habite. Bien sûr, elle ne fera pas le premier pas. Si elle a quitté la ville, tout est perdu. Bonsoir, Léonie. Bonsoir, monsieur. Monsieur rentre de meilleure heure que d'habitude. Monsieur a l'air triste. Ne vous préoccupez pas de cela. Il y a un télégramme pour monsieur qui est arrivé il y a une demi-heure. Où est-il? Sur le plateau du courrier. Ah. C'est grave? Je demande à monsieur si c'est grave. Non. Non, ce n'est rien. Enfin, rien de grave, Léonie. Au contraire. Rejoignez-moi demain à Ostende, sur la jetée du casino, à 5 heures. Florence. Ah, demain, 5 heures. Il va falloir attendre demain 5 heures. Oh, c'est bien vous. Vous êtes venu, vous êtes là.
Bien sûr. C'est moi d'ailleurs qui vous ai demandé de venir. Qu'espériez-vous? Que je sois absente? Ou qui s'est caché quelque part pour rire de votre déconvenue? Vous vouliez poursuivre une conversation. À Bruges, ce n'est commode ni pour vous ni pour moi. Surtout pas pour vous, j'imagine, quand on occupe une position pareille. Je pense même que vous vous êtes beaucoup compromis depuis le temps que vous vous obstinez à me suivre le soir, le long du canal. Vous croyez peut-être que je ne m'étais aperçue de rien? On voit très bien à travers les voilettes. Et alors pourquoi n'avez-vous rien dit, rien fait? Voulez-vous que je fasse? Trouvez-vous pas que c'est déjà beaucoup de vous avoir télégraphié ce rendez-vous? La réputation d'une femme du monde n'y résisterait pas. Et la vôtre? Ça n'a aucune importance. 21 novembre. Hier donc, nous nous sommes promenés dans le vent sur la digue. Elle a consenti à entrer avec moi dans un salon de thé. Au moment où elle a relevé sa voilette, j'ai eu comme un éblouissement. Vous en faites une tête. Qu'ai-je de si particulier? Je sais à qui vous ressemblez. Quand nous serons à Bruges, je vous montrerai. Merci. J'ai pas envie d'être présenté à mon sosie. Si tant est que j'en ai un. Mais ce n'est pas un sosie, c'est un tableau. Merci pour la comparaison. Un tableau admirable, un chef-d'œuvre, une vierge merveilleuse. Oh, c'est le comble. Je ressemble à une vierge maintenant. 22 novembre. Ce rire m'a fait mal. Nous sommes revenus à Bruges. Je l'ai emmené au musée, devant la Madone au Chardon. J'ai cette binette. Vous rêvez, mon ami? Ne vous moquez pas. Regardez bien ce regard étrange. C'est le vôtre. Ces yeux pailletés d'or, ce sont les vôtres. Ces cheveux blonds, c'est vous. Si ça peut vous faire plaisir. 25 novembre. Elle a passé la nuit ici, pour la première fois. Je ne pourrai jamais plus me passer d'elle. Si jamais elle me trompait, je crois que je la tuerais. 30 novembre. Pourquoi cette obligation de partir en voyage? Où est-elle allée? Combien de temps va-t-elle être absente? Léonie, qui a déposé cette lettre? C'est la 20e fois que vous me le demandez. Je vous l'ai dit, une dame blonde habillée de blanc. Et elle m'a dit de vous remettre cette lettre. Mais qu'a-t-elle dit d'autre? Rien. Mais c'est faux, c'est pas possible. Elle vous a dit quelque chose. Si monsieur me traite de menteuse maintenant... Non, mais non, Léonie. Mais je voudrais savoir. Mais savoir quoi? Il y a la lettre, c'est tout. Que monsieur m'excuse, mais j'ai du travail. 5 décembre. Je suis comme un fou. Je passe mes journées devant ce tableau depuis qu'elle est partie. Reviendra-t-elle un jour? Monsieur désire quelque chose? Hein? Non, pourquoi? Ah, pardon, mais je croyais vous avoir entendu parler. Alors, comme il n'y a personne dans le musée que moi, je croyais que vous vouliez quelque chose. Non, merci. Ben. Florence. Oh oui, je veux quelque chose. Je veux que tu reviennes. Réponds-moi. Dis-moi que tu vas revenir. Je t'aime. Ne reste pas ainsi, muette. Parle-moi, Florence. Je t'en supplie. Je t'aime. 10 décembre. Ils ont mis une corde tout au long de la simèse pour qu'on ne puisse plus s'approcher des tableaux. Me voilà encore plus séparé de toi. 3 semaines déjà que tu es partie, Florence.
Monsieur Deminck est passé pour vous voir. Vous n'êtes jamais là, alors il m'a dit de vous faire une commission. Laquelle? Il est venu pour vous inviter à passer la Saint-Sylvestre avec eux. Je n'irai pas. Ce serait bien la première fois que monsieur ne va pas à Noël chez ses amis. Monsieur compte rester ici? Oui. Mais que ça ne vous empêche pas d'aller dans votre famille. Je m'arrangerai. Ou je partirai en voyage. 24 décembre. Léonie est partie. Je suis seul dans cette grande demeure. Si seulement Florence était là. Seuls tous les deux ici pendant les fêtes, ce serait merveilleux. Vous? Oh, mais c'est un miracle! Oh, Florence! Oh, attention! Vous allez me décoiffer, Henri. Vous êtes revenu. Mais c'est normal que votre madone soit là pour la Noël. À moins que vous continuiez à préférer l'autre. Auquel cas, je m'en vais. Restez, vous êtes folle. Préférez qui que ce soit à vous. Oh, Florence, mon amour. Ne mentez pas. Je sais qu'en mon absence, vous avez passé vos journées au musée devant ce portrait. Le gardien me l'a dit. Et il était même inquiet. Oh. Vous perdez la raison. Vous parlez aux œuvres d'art maintenant. Vous les embrassez. Ah, mentez pas, on vous a vu. Florence, c'est votre faute. Pourquoi êtes-vous partie si longtemps? Vous savez que je ne puis vivre sans vous. Vous vivez très bien avec la madone au chardon. Bon, c'est Noël. Que comptez-vous faire? Mais restez ici avec vous. Je commanderai un souper d'amoureux. Jamais la maison ne sera aussi gaie. Vous croyez que ce sera tellement amusant? 31 décembre. Il a fallu, pour lui faire plaisir, aller dans les restaurants à la mode, et même à ce bal ridicule. J'ai fait une folie de lui donner ses bijoux, mais tant pis. C'est à peine si elle m'a remercié. Florence, tu me rendras fou. Et pourtant elle a coupé sa natte de cheveux et me l'a donnée. Un cadeau de rupture, peut-être. Monsieur! Oui? Monsieur, il y a eu des voleurs dans la maison. Pourtant, je me suis à peine absentée. Des voleurs? Oui. En nettoyant le secrétaire, je n'ai pas retrouvé l'écrin avec le collier d'émeraude de madame. On l'a volé. Mais non, Léonie, c'est moi qui l'ai pris. Ah, bien sûr, ça ne regarde que vous. Mais vous auriez pu me prévenir. 1er janvier 1911. Seule. Elle n'est pas venue. Hier, je lui ai offert les boucles d'oreilles en diamant dont elle avait tellement envie. Jusqu'où irais-je pour lui plaire? Tu sais ce dont j'ai envie. Non, mais tu n'as qu'à le dire. Si nous allions passer l'hiver à Monte-Carlo. À Monte-Carlo? Pourquoi non? Il y fait très beau. On s'y amuse. C'est gai. Il y a un casino superbe. Des fêtes, des bals. Et tu t'ennuies ici? Non, mais c'est pas pareil. C'est toujours la même chose. Tous les gens bien passent l'hiver sur la Côte d'Azur. Eh bien, soit. Partons pour Monte-Carlo. Oh. Et puis comme ça, je serai la seule, n'est-ce pas? Hein? Mais en vrai, je crois pas qu'il y ait un certain tableau à Monte-Carlo. Oh, tu es cruel. Rien de plus. 24. Oh, quelle culotte! J'ai encore perdu. Allez, tiens, donne-moi 20 louis. Encore? Oh, est-ce que tu peux te peindre alors pour 20 malheureux louis? Tu ne crois pas que pour ce soir ça suffit? Avec toi, ça suffit toujours. Radin. Oh. Tiens, c'est comme l'histoire de mon manteau. Parce que j'en ai un en renard, tu trouves que ça suffit? Ah bah, si tu veux pas m'offrir celui en loutre, c'est bien, moi je m'arrangerai autrement. Mais quel est cet homme qui te regarde avec insistance? Hein, comme ça?
Et là, en face de nous. Oh, c'est le prince. Ah oui, je le connais. Il te salue. Oh, je vais lui dire bonsoir. Je t'accompagne. Oh non. 15 février. Ce séjour est désormais impossible. Florence me trompe. J'en ai la preuve. La preuve tangible. Qui lui a offert ce manteau dont elle rêvait et que j'ai trouvé dans la garde-robe? Le prince, sans doute. Florence, si tu me trompes, je te tuerai, je le jure. Monsieur a lu les journaux? Non, pourquoi? Eh bien, il y a une dame d'ici, une personne qui s'était installée à Bruges et qui a été trouvée étranglée à Monte-Carlo. On l'avait jetée à l'eau et ce n'est que plusieurs jours après que son corps est revenu sur la plage. Une dame à cheveux courts. Quelle honte. Je ne vois pas pourquoi ça a l'air de vous troubler. Vous savez qui c'était? Non, bien sûr, je ne fréquente pas ces gens-là. Mais je crois l'avoir vue. Il y a sa photographie dans le journal. C'est pas très net. Faites voir. Non, je n'ai jamais vu ce visage. Vous êtes sûr, monsieur? Absolument. 12 mai. Je m'ennuie. 13 mai. Rien ne peut me distraire. Et pourtant, je n'ai pas de regrets. 14 mai. Rien. Demandez, lisez le soir. Un vol exceptionnel au musée. La Madone a disparu. Demandez le soir toutes les informations sur ce vol. Monsieur est au courant? Il me semble difficile de ne pas l'être en entendant crier ainsi. Les gens ne respectent plus rien. Allez voler la Sainte Vierge dans le musée. Taisez-vous, vous ne savez pas ce que vous dites. Je vais chercher le journal. Mais si vous voulez. 15 mai. Sur toute la première page, s'étalait l'histoire de ce vol avec une reproduction du tableau. Que faire? Ne pas s'intéresser à l'événement serait dangereux. Aussi, je suis allé faire une visite au conservateur. Il m'a regardé d'un drôle d'air. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue. Vous comprenez aisément, cher ami, que je suis consterné. Depuis 20 ans que je suis ici, rien n'a jamais disparu. Nos systèmes de sécurité marchent bien. Je veux dire que nous avons des gardiens vigilants. Alors, qui donc a pu faire cela? Je m'y perds. C'est un fou. Pour moi, c'est un fou, un maniaque. Et pourquoi donc? Pourquoi pas simplement un voleur qui a besoin d'argent, un voyou? Mais ce tableau est invendable. Il est répertorié, tout le monde sait qu'il a toujours été ici, qu'il n'y en a aucun autre semblable. Non, je crois que c'est l'affaire d'un déséquilibré. Vous avez peut-être raison. Un déséquilibré. 30 mai 1911. Avec le temps, tout se calme. Il n'est plus question de cette histoire dans la presse. Nous allons tous deux enfin être tranquilles. Léonie? Oui, monsieur? Je sors en maman. Si des ouvriers viennent, dites-leur d'attendre mon retour. Des ouvriers? Oui. J'ai décidé quelques transformations dans ma chambre. Ils viennent repérer ce qu'il y a à faire. Il manquait des pages. Tout le mois de juin, ou presque. Au 30 juin, une seule mention. Enfin tous les deux. Je l'aime plus encore qu'au premier jour. Elle est là avec moi, pour toujours, à jamais. Allô? Allô, Philippe? Bonsoir, c'est Paul. Ah. Alors, cette enquête, ça avance? Difficilement, je ne trouve rien. Et la vieille Léonie est muette comme une carpe. Je suis persuadé pourtant qu'elle sait quelque chose, car elle s'est coupée dans la conversation, et puis avec beaucoup de mauvaise foi, elle s'est rétractée. Mais j'ai trouvé autre chose. Une liaison de grand-père avec une certaine Florence qui avait coupé ses cheveux pour lui. Oh, dis donc. On était romantique en 1900. Oui, mais il faut pourtant savoir. Cela n'a pas l'air de t'intéresser, mais c'est grave, tu sais, tu peux être accusé de recel. Mais que veux-tu au juge? Je te propose de restituer ce tableau, tu refuses.
Enfin, que veux-tu que je fasse de plus? Ah, tu pensais au scandale? Comment raconter que cette toile était chez toi sans que ta propre famille soit immédiatement soupçonnée? Bon, je regrette, mais on n'est pas responsable de ses ancêtres. Oui, d'accord, mais on est responsable du souvenir. Ouais, si ça continue, ce fichu tableau, j'irai le jeter dans le canal. Tu es étrange, tout de même. D'où te vient ce sourire? Beaucoup plus séduisant que celui de la Joconde. Ce regard, à la fois inquisiteur et doux. Quel est ton secret, Madone au chardon? Je t'aime. Je ne pourrais vivre sans toi. Jamais je ne te jetterai dans le canal. Je te garde, malgré eux. Malgré toi, peut-être. Tu ne retourneras pas dans cette morgue qui est un musée, tu seras vivante, bien vivante, et nous allons vivre ici tous les deux. Je ne te quitterai jamais. Ah, je deviens fou. Ouais, fou de toi, fou. Allô, oui, j'écoute. Vous êtes le conservateur du musée de Bruges? Oui, c'est moi. Monsieur Philippe Neismans? Oui, Philippe Neismans, c'est moi, oui. Vous êtes vraiment monsieur Philippe Non, Neismans? écoutez, monsieur, je veux bien croire que ce que vous avez à me dire est de la plus haute importance, mais comment voulez-vous que je vous certifie mon identité? Mais enfin, vous me certifiez que vous êtes vraiment monsieur Bon, Philippe Neismans? monsieur, écoutez, venez me voir au musée, je suis dans mon bureau. Impossible. Impossible. Alors je vous écoute. Eh bien, on a retrouvé le tableau lacéré sans son cadre et flottant sur l'eau du canal. Comment? Non, vous êtes certain de ce que vous me dites? On a retrouvé le tableau lacéré, sans son cadre et flottant sur l'eau du canal? Oui, monsieur. Ben, bon, n'en parlez à personne surtout, hein. La presse ne doit pas s'emparer de cette affaire. Oh non de non. Quelle histoire. Allô? Allô, je voudrais parler à Paul de Rosenborg, de la part du conservateur du musée. Il n'est pas là, monsieur. Comment ça, il n'est pas là? Je ne sais pas. Monsieur doit être en voyage. Comment vous ne savez pas? Parce qu'il était parti en voyage, il vous aurait prévenu. Je ne sais pas. Ah, et vous ne vous êtes pas inquiété de ne pas le voir? Non. Ah, elle est complètement idiote, cette bonne. La Madone est retrouvée. Le plus célèbre tableau défiguré. Toutes les informations dans Le Soir. Ils n'ont pas perdu de temps, ces journalistes. Allô? Oh, c'est bien monsieur le conservateur que je parle. Oui, c'est bien moi. Oh là là. Allô? C'est terrible. Quoi? Allô, je n'entends pas, mais parlez plus clairement. Monsieur est mort. Quoi? Qu'est-ce que... Vous en êtes sûr? Oui. Oh, mon Dieu. Mais où l'avez-vous trouvé? Dans le grenier. Étranglé avec une natte de cheveux. Dans le grenier? Oui, étranglé. Est-ce que vous avez prévenu la police? Oh non, monsieur. Bien, alors n'en faites rien avant que je ne vous ai vu. Hein. Je serai là dans quelques instants. Attendez-moi, n'appelez personne. Oui, non, écoutez, n'ayez plus peur. Ne pleurez pas. Ah. Oh, mon Dieu. Une natte de cheveux. C'est tout de même curieuse. Une natte de cheveux. Oh, les cheveux de Florent.